Donc déjà, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette deuxième session de partage. Parce que c'est comme ça que je le vois, toute cette initiative Qaraya Fda, c'est beaucoup de partage, c'est pas juste Qaraya en fait, c'est Qaraya mais vraiment dans son sens le plus large on va dire. Et bien sûr, je ne peux que remercier et réitérer mes remerciements par rapport à toutes les personnes derrière ce mouvement, les initiateurs bien sûr, mais aussi les intervenants pour la richesse et la qualité des interventions et du contenu. Et bien sûr, je vous remercie vous pour votre suivi. Je suis à chaque fois agréablement surpris de voir la qualité des interactions et puis aussi la richesse des gens qui suivent et qui font sorte de follow-up par rapport à tout ce qu'on échange avec eux. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est continuer notre session autour de la performance holistique. Il s'agit de savoir comment maximiser sa performance individuelle pour progresser et se développer en fait dans sa vie professionnelle, mais aussi dans sa vie personnelle. Que l'on soit manager, dirigeant, employé, cadre ou pas cadre, qu'on soit étudiant, qu'on soit doctorant, en fait, la performance, c'est un sujet qui nous touche tous. Et du coup, donc c'est vraiment dans ce cadre-là que cet échange se situe. Et en fait, on a vu la semaine dernière, le samedi dernier, comment est-ce que certaines personnes, très souvent, peuvent passer à côté de leur véritable potentiel parce qu'ils ont un certain déséquilibre dans leurs différents quotients ou leurs différentes capacités. Il y a des gens qui ont un gros QI, un gros quotient intellectuel, mais pas assez d'intelligence émotionnelle. On a parlé que comme quoi le futur, ça va être de prendre en considération d'autres types de quotients, comme le quotient physique, par exemple, ou mental. Et on a compris que finalement, et d'où l'appellation performance holistique, on a compris que pour être performant, on doit prendre en charge l'humain d'une manière beaucoup plus globale, c'est-à-dire d'une manière holistique. J'ai donné un peu le background en fait de comment est-ce que sur les 10 dernières années, je me suis attaqué au sujet. C'est en prenant comme analogie principalement le monde et les sciences du sport. Dans le sport, et on le sait, on le dit d'ailleurs, même les discussions de café, etc. On dit d'un footballeur ou d'un sportif comme quoi il est très doué, mais qui n'a pas d'hygiène de vie. Ce que ça veut dire réellement, et dans le monde du sport, on s'en est rendu compte très tôt, c'est que cette hygiène de vie, en fait, c'est quoi? C'est les autres facettes du sportif, c'est-à-dire ses autres capacités, c'est-à-dire son mental, c'est-à-dire sa nutrition, c'est-à-dire son côté émotionnel, son environnement, l'environnement familial, mais aussi l'environnement de ses amis avec qui il sort, etc. Donc tout ça, ce sont des éléments parce que finalement l'humain reste le même, qu'il soit sportif ou manager, on a vu comme quoi on répond en tant qu'humain à des mêmes stimuli. Alors, je vais juste vous mettre la diapo en grand. Voilà. Pour justement commencer par un petit rappel. Rappel par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière. D'abord pour ceux qui étaient là le samedi dernier. Et d'ailleurs, je tiens à les remercier parce que beaucoup de personnes ont interagi avec moi après la session de la semaine dernière. J'ai reçu énormément de messages privés sur les différents réseaux sociaux. Mais ce rappel, c'est aussi pour ceux qui viennent de se joindre à nous parce que cette plateforme se veut évolutive et puis agile. Donc, il y a des gens qui n'étaient pas là avec nous. Et je leur rappelle d'ailleurs que tous les cours sont sur la chaîne YouTube de Qaraya Fda et aussi sur la page Facebook de Qaraya Fda. Donc, vous pouvez revenir au moment où vous voulez, dans les conditions que vous voulez, pour revenir sur les différentes interventions de mes collègues et les miennes aussi. Donc, là, on avait arrêté, c'était où on a défini le modèle de gestion de l'énergie et de la performance, et on a vu qu'on parle beaucoup plus d'énergie que de temps. Et on a compris, je vous ai donné des exemples, comment est-ce que l'énergie est la véritable ressource rare en fait. C'est pas forcément le temps, parce qu'on peut avoir le temps mais pas l'énergie, et donc on n'est pas performant.
Et donc, c'est un passage de la gestion du temps à la gestion de l'énergie. C'est un modèle qui nous donne une sorte de cadrage global, c'est une sorte d'ancrage, parce qu'il nous permet à chaque fois de checker où est-ce que nous en sommes par rapport aux éléments suivants. Et on a défini comme quoi c'est quelque chose de très simple, mais ça devient une sorte de checklist. Personnellement, je l'utilise moi-même, je l'utilise avec toutes les personnes que j'accompagne, que ce soit des athlètes, beaucoup d'athlètes l'utilisent, mais aussi beaucoup de gens d'entreprise, beaucoup de dirigeants, etc. Pour qui ça devient une sorte d'ancrage et on revient à chaque fois, on se dit où est-ce que nous en sommes par rapport à notre capacité physique, capacité émotionnelle, capacité mentale et la capacité spirituelle. Et on sait que la performance vient de l'alignement des quatre. On ne peut pas y être tout le temps, mais quand on y est, c'est ce qu'on appelle l'état de performance idéal ou bien notre pic de forme. Dans le sport, on parle beaucoup de pic de forme parce que ça permet aux sportifs d'atteindre son niveau maximal de performance à un point donné. Ça peut être, je donnais toujours l'exemple, un exemple très sympathique, je repasse la caméra. L'exemple, mettez-vous à la place de la personne qui prépare les Jeux Olympiques pendant 4 ans pour faire un 100 mètres en 9 secondes. Vous imaginez la quantité d'efforts qui sont déployés, les entraînements quotidiens ou 6 jours sur 7, des heures et des heures de travail, de la concentration, du mental, un accompagnement sur tous les plans pour faire 9 secondes. Et ça m'a toujours fait réfléchir parce que ces 9 secondes-là, ce qui importe, c'est d'être au top de sa forme pendant ces 9 secondes-là. Pas avant et pas après. Si la veille, il est en forme, ça ne sert à rien du tout. Si le lendemain, et ça arrive, les calculs aujourd'hui, les sciences du sport ont tellement évolué qu'on peut avoir des calculs de charge très précis avec l'outil avec beaucoup d'outils informatiques de plus en plus disponibles presque pour tout le monde. Et on peut aujourd'hui calculer en fait des charges. On fait des estimations, on fait des essais, erreurs, etc. Parce qu'il y a aussi le principe d'individualisation qui est important, qui fait que nous sommes tous différents et nous réagissons différemment à différents stimuli. Et donc, l'état de performance au pic de forme, c'est ce qu'on a expliqué comme quoi, j'enlève la caméra pour que vous puissiez voir, là, expliqué comme quoi il faut être au niveau de la stimulation optimale parce que c'est ce qui favorise la créativité, le problem solving, c'est-à-dire la résolution de problèmes, le changement, la progression ou le développement et la satisfaction même personnelle. Et on a vu qu'en fait, le stress qu'on a l'habitude d'associer à quelque chose de négatif et qu'on confond avec l'anxiété, le stress dans sa définition primaire, ça peut être positif si c'est bien dosé. Si c'est sous-dosé ou surdosé, c'est pas bon. C'est là où c'est pas bon. Mais le stress en soi, c'est quelque chose de positif. Et là, on va enchaîner avec comment maximiser chacune de nos capacités sur les 4 et d'une manière très très pragmatique. Ça va pas être beaucoup de théorie. Bien sûr, je vais vous donner rapidement on est dans de l'initiation comme je vous ai dit la dernière fois. Donc, je vais vous donner les fondements théoriques, mais on va être vers quelque chose que vous pouvez mettre en place très rapidement à partir de demain, on va dire. Alors, premier concept, c'est ce qu'on appelle la loi de l'hormèse ou l'effet d'entraînement. Il est très simple en fait cet effet-là parce on peut le voir et on peut l'observer dans différentes choses. Je vais prendre encore une fois l'exemple du sport. Alors, quand on fait du sport, on va prendre un sport où c'est visible. On va faire de la musculation. Alors, quand je fais ma séance de musculation, c'est une période de stress parce que tout mon corps est stressé. Mes muscles sont stressés, le système cardiovasculaire est stressé, mes tendons sont stressés, mes ligaments. Le système nerveux est stressé parce que je fais subir une charge qui n'est pas habituelle à mon corps. Donc, c'est une période de stress. Et ce qu'on voit ici, le threshold, c'est ma limite. Bien sûr, je ne peux pas dépasser ma limite. Donc, je fais subir un stress jusqu'à arriver très proche de mon threshold, de ma limite. Et ensuite, je suis obligé d'observer une période de repos. Ça, c'est la nature humaine. La nature humaine veut que chaque période de stress soit suivie d'une période de récupération ou de recovery. Et ensuite, on peut, encore une fois, faire subir une nouvelle période de stress. C'est la séance qui va suivre. Une fois qu'on a récupéré, qu'on n'a plus de courbature par exemple, ben on va faire une autre session.
une autre séance de musculation. Alors, le plus important, c'est ici. Ce qui se passe ici, en fait, et si vous arrivez à le voir en pointillé, c'est que on peut arriver à repousser nos limites. Les sportifs le savent, les sportifs sont toujours à la recherche de l'exploit et donc de toujours repousser leurs limites, qu'elles soient physiques, mentales, parfois en équipement, en technique de récupération, etc. Mais tout l'enjeu, c'est de dépasser nos limites. Mais le dépassement de limites est lié à cette phase de récupération. Ça, c'est un élément important parce qu'on va le retrouver dans pas mal d'autres concepts qu'on peut adopter aussi en milieu d'entreprise. Donc ça, c'est la loi de l'hormèse ou l'effet d'entraînement qui est très important parce que nous sommes des êtres cycliques. Alors, on va commencer par la capacité physique. Et on voit que la capacité physique, elle peut être impactée par énormément de choses. Parmi les choses que les sportifs mettent en place d'une manière aujourd'hui quasi systématique et que aujourd'hui ça dépend vraiment hors milieu du sport, ça dépend vraiment des individus. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on parle d'énergie et que pour produire de l'énergie, là c'est bon, on n'est pas en cours de biologie, mais les éléments fondamentaux pour créer de l'énergie, il n'y en a que deux. Il y a du glucose, parce que c'est le carburant, c'est la source principale d'énergie dans le corps, c'est le glucose. Et puis de l'oxygène. Donc ce sont les deux éléments qu'on doit retrouver dans notre corps pour faire de l'énergie. Bien sûr, je ne vais pas m'étaler dans des concepts, vous pouvez me poser pas mal de questions, mais on n'a pas énormément de temps pour rentrer dans les petits détails. Mais par exemple, le glucose, on peut être c'est-à-dire en période où on ne prend pas de glucose, mais le corps a une capacité d'adaptation qui va faire en sorte qu'elle va transformer par exemple les graisses en glucose pour pouvoir, in fine, les utiliser en tant que telles. Mais ça va toujours être du glucose qu'il va utiliser. C'est notamment les régimes keto, etc. Les corps cétoniques ou les ketone bodies, ce sont quoi? Ce sont du gras que le corps va transformer en glucose grâce à ce qu'on appelle la gluconéogénèse. Donc on transforme, le corps fabrique du glucose à partir du gras. Donc ce sont les deux éléments pour l'énergie. Et ça va conditionner tous les éléments pour avoir de l'énergie physique. Alors, ce qui va l'influencer d'abord, c'est ce qu'on mange, c'est la nutrition. Mais pas que ce qu'on mange, c'est aussi quand on mange. Vous connaissez peut-être la chrononutrition, c'est la science qui va nous dire quoi manger, à quel moment de la journée. Alors, ces concepts-là peuvent être appliqués dans l'entreprise. Pourquoi? Parce que si on veut une énergie qui soit stable, qui soit régulière sur toute la journée, on est obligé d'avoir au niveau de notre nutrition certains éléments, certains ingrédients ou certaines manières de faire. Notamment, manger light, mais régulièrement. Et on va voir pourquoi avec des exemples. Il faut manger toutes les 3 heures. Quand je dis manger, ce n'est pas un repas gargantuesque comme on dit, c'est pas un gros repas, c'est manger light on a dit. Donc ne prenez pas ça comme excuse pour manger toutes les 3 heures et vous goinfrer. L'idée c'est vraiment d'avoir du glucose d'une manière régulière dans le sang. On parle de glycémie. Ensuite, deuxième élément, c'est ne pas rater le petit déjeuner parce que le soir, toute la nuit, vous avez dormi, on va dire aux alentours de 8 heures, et donc votre corps n'a pas de glucose dans le sang. C'est pour cela que quand on nous demande d'aller faire des analyses à jeun, c'est parce qu'on n'a pas, pendant 8 heures, on a arrêté de manger. Donc ne pas rater le petit déjeuner, c'est essentiel. Exemple, 6 petits repas ou 3 gros repas avec du snacking. Voilà. Mais quand on voit les repas, ça peut être une pomme, c'est un repas. Ok ? Et puis le plus équilibré possible, c'est-à-dire chaque repas avec une source de protéines, une source de grains, fruits ou légumes. Et puis, last but not least, s'hydrater à longueur de journée. Super important parce que l'eau, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais l'eau est essentielle par rapport à la performance parce que tout simplement 70% de votre corps c'est de l'eau. Et donc très souvent quand vous avez mal à la tête, c'est parce que vous êtes déshydraté. Et vous savez que dans la performance sportive, 10% de déshydratation, c'est catastrophique pour la performance.
Et ça peut être visible, c'est-à-dire quelqu'un qui est déshydraté, ses performances, elles chutent très rapidement. Alors, l'exemple de quelqu'un qui va manger par exemple que 2 gros repas par jour. On prend l'exemple parfait, ici il va se réveiller à 7 h du matin, à 7 h du matin il ne prend pas son petit déj déjà. Alors juste pour vous illustrer en fait, ici c'est la glycémie, c'est-à-dire ce qu'on voit ici, c'est votre glycémie, c'est-à-dire votre quantité de glucose ou de sucre dans votre sang. D'accord? Alors qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver au boulot, il va bosser. À 1 h, il va sortir, il a super faim, il va aller prendre une grosse pizza. Et il va manger toute la pizza et ne rien laisser. Donc là, ce qui va se passer, c'est que sa glycémie, qui n'était pas du tout dans la normale, parce que ça c'est le niveau normal, ce qu'on voit ici en rose, et ça c'est son niveau de sang. Donc là, il s'est réveillé, il n'a pas de sang, pas de glucose dans le corps, dans le sang. Et là, d'un coup, il va monter en flèche. Il va même dépasser les limites. Et tout ce qui dépasse les limites est stocké, déjà. Et puis, juste après, il va faire ce qu'on appelle un crash d'insuline. Insulin crash, c'est que le corps va tellement recevoir de glucose qu'il va sécréter beaucoup d'insuline pour faire baisser. Et c'est ce qui nous donne une sensation de fatigue après un gros repas en fait. C'est parce que le corps, on l'a tellement fait travailler pour digérer, pour métaboliser ces sucres qu'il ressent un coup de barre, comme on dit. Juste après, ce qu'il va faire, c'est qu'il va enchaîner. Il ne va pas prendre le snack de l'après-midi de 4 heures. Donc, il va se dire, ah, je ne sais pas pourquoi je suis fatigué, j'ai mangé, mais je suis fatigué. Il va enchaîner café sur café. Alors, le café, c'est bien, mais c'est aussi une manière artificielle de booster son énergie. Ok, ça ne va pas résoudre le problème du sucre dans le sang. Juste après, il sort du bureau à 7 h, 8 h du soir. Il va encore une fois faire un gros repas. Et même effet, il va réitérer le même problème. Et donc du coup, il aura toujours ces soucis de régularité de glucose dans le sang. Alors, on va comparer par rapport à ça, qui est quelqu'un qui va prendre son petit déjeuner, et donc automatiquement, il n'avait pas de glucose dans le sang. Après le petit déjeuner qui est équilibré, il ne va pas avoir un rush de glucose ni d'insuline, donc il va être dans les normes. Juste après, au moment où le glucose commence à descendre dans le sang, il va prendre un petit snack. Ça peut être, là on a une poire, qui est un super encas. Juste après, ça va faire monter la glycémie. En attendant le 13 h, où il va avoir un repas aussi, équilibré, pas trop lourd. Donc on reste en fait, et tout au long de la journée, les 6 repas vont faire en sorte qu'on va fluctuer. Le glucose va fluctuer dans le sang, mais tout en restant dans la norme. On n'a pas de stockage et surtout, on n'a pas l'effet de rush ou l'effet de coup de barre qu'on pourrait avoir après des repas gargantuesques, comme j'ai dit tout à l'heure. Ok, on passe. La circulation sanguine, ça, vous le savez, je vais passer très rapidement. Tout le monde parle de favoriser la circulation sanguine. Et là, on parle d'activité physique. Il faut avoir de l'activité physique. Tout simplement parce que l'humain n'est pas fait pour être sédentaire. C'est aussi simple que ça. La sédentarité, on ne s'est installé dans de la sédentarité que dans les années, les dernières décennies presque, j'ai envie de dire. Parce qu'avant, tout le monde avait un boulot physique et les gens bougeaient énormément. Et qu'à voir nos grands-parents, ils bougeaient, ils étaient en meilleure santé. Alors qu'aujourd'hui, la sédentarité est venue avec son lot de problèmes cardiovasculaires, d'obésité, etc. Et donc, même quand on est au bureau, on est assis à longueur de journée, il ne faut pas. Toutes les 45 minutes, il faut faire, je vous conseille pas de le faire sur la salle de réunion comme c'est sur l'image, mais l'idée c'est toutes les 45 minutes, faire un tout petit stretching ou petit mouvement, même en restant assis dans son bureau, et faire des sortes de mouvements de rotation de la nuque, des épaules, etc. Et ça vous aide. Toutes les 90 minutes, je vais vous expliquer pourquoi, il faut se lever, il faut bouger toutes les 90 minutes. On ne s'en rend pas compte, mais même aujourd'hui en période de confinement encore plus, parce que même le fait de sortir, de marcher, etc., aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte, mais il y a une sédentarité qui s'est installée. C'est pour ça qu'il faut bouger aussi chez vous, même si vous êtes en confinement, il faut bouger. Toutes les 45 minutes, toutes les 90 minutes, il faut bouger, aller prendre un verre d'eau, faire des choses de physique. Voilà, donc ça c'est par rapport à la circulation sanguine en fait la circulation sanguine va avoir 2 rôles. Quand je fais mon activité physique ou quand je bouge, 2 rôles. Le système sanguin en fait
ou circulatoire va nous permettre deux choses. D'abord, d'apporter le glucose qui va à tous les organes, et deuxièmement, à apporter l'oxygène. Donc, les deux éléments principaux pour avoir de l'énergie. Okay, donc c'est le système de transport de l'oxygène et du sang, bien sûr, entre autres, et les nutriments. Mais si j'ai une mauvaise circulation sanguine parce que je ne bouge pas, eh ben forcément, je ne vais pas avoir le même niveau d'énergie. Le sommeil, en qualité et en quantité, là, il y a beaucoup de choses à dire. Personnellement, en tant que je suis aussi coach du sommeil, donc sleep coach, mais dans le monde sportif, on accompagne beaucoup de sportifs. Les sportifs aujourd'hui, ils ont un vrai problème parce que ce sont des jeunes et ils ne savent plus dormir. Pour diverses raisons sur lesquelles je ne vais pas m'étaler, mais c'est en train de devenir un véritable problème sociétal. Les jeunes, sportifs ou pas, les managers, vous peut-être qui m'écoutez, nous avons un problème de sommeil, ni en quantité ni en qualité. Et ça a un impact sur la performance énorme. Alors quelques conseils rapides. D'abord un rituel, il faut avoir un rituel avant de dormir, c'est-à-dire ce que vous allez faire avant de dormir, l'heure qui précède votre heure du sommeil, vous devez faire exactement la même chose. Exactement, bon, j'exagère à peine, mais si vous avez l'habitude, c'est comme quand on était enfant et quand on nous lit une histoire avant de dormir, c'est une forme de rituel. Notre cerveau associe une sorte de routine ou de rituel au sommeil, donc il se prépare à dormir. Limiter les excitants, café, cigarette, etc., 19 heures maximum. Alors vous allez me dire c'est pas évident, oui c'est pas évident, mais c'est pas non plus évident d'être toujours dans son état de performance idéal ou d'atteindre son pic de performance. C'est pas donné à tout le monde, donc c'est à ceux qui vont faire les bons choix, les bons sacrifices. Ne pas s'entraîner le soir, très tard le soir, c'est-à-dire que quand vous finissez une séance de sport à 10 heures, c'est clair que vous n'allez pas dormir avant minuit. Ça c'est évident parce qu'on a stimulé tout le corps. Les fameux téléphones, les écrans, il y a plein d'études qui ont montré comment est-ce que les écrans, notamment avec leur lumière bleue, vont bloquer la sécrétion de mélatonine et donc du coup on ne peut pas dormir tôt. Et puis les lumières en général, il faut limiter au maximum les lumières avant de dormir. Je vais même peut-être, je ne sais pas si je l'ai ici. Ouais, je vais vous montrer ça juste pour partager avec vous. Moi, le soir, avant de dormir, j'utilise ça. Voilà. Ce sont des lumières, des lunettes anti-lumière bleue avec un filtre jaune qui vous permet, c'est-à-dire si vous les mettez une heure avant de dormir, ben, ça vous permet de limiter. Mais l'idéal, c'est vraiment de limiter les lumières et surtout les écrans. Ensuite, il y a la respiration. Très essentiel parce que aussi simple que cela soit-il, mais nous avons oublié de comment respirer. Alors, je vous conseille de chercher des choses comme la respiration en cohérence cardiaque. Il y a plein d'exercices de respiration que vous pouvez découvrir, mais il faut réapprendre à respirer parce que la respiration aura un impact sur votre performance parce que c'est l'oxygène. Alors l'oscillation est un concept super important pour votre santé physique d'abord, mais aussi mentale. C'est que nous sommes des êtres cycliques, comme je l'ai dit tout à l'heure. Après chaque niveau de performance élevé, il faut avoir un niveau bas de stress pour permettre au corps de récupérer, que ce soit au niveau physique ou mental. Et du coup, il faut faire des pauses toutes les 90 minutes pour votre corps, mais aussi pour votre cerveau. C'est ce qu'on appelle les cycles ultradiens et les cycles circadiens. Donc ce sont des cycles qui nous permettent, même dans notre sommeil, nos cycles du sommeil sont calés sur une période de 90 minutes. Okay ? Et puis, pour enchaîner sur la partie mentale, sachez que votre physique influence votre mental. C'est-à-dire que ça ne marche pas que dans un seul sens. Et cette position, ce qu'on appelle le hunched back, c'est en fait, aujourd'hui, on voit de plus en plus de personnes avec cette posture, avec des problèmes
de dos rond, etc., des problèmes au niveau des cervicales, des problèmes au niveau des trapèzes, parce que c'est eux qui vont prendre tout l'effort. Ils vont supporter votre tête. Et vous savez que la boîte crânienne pèse lourd. Donc quand on est comme ça, ben, toute votre chaîne ici postérieure, avec notamment sur la partie trapèze et cervicale, vont prendre de plein fouet les effets. Alors l'autre effet sur l'oxygène, c'est que quand vous êtes comme ça, et vous pouvez essayer là en live de le faire. Si vous êtes comme ça sur votre téléphone, restez comme ça pendant 5 secondes, recroquevillez sur vous-même, et faites ça, et vous allez voir la différence. C'est très simple, c'est physique. Quand vous êtes comme ça, vos poumons sont comprimés. Et du coup, ils ne pourront pas prendre tout l'oxygène. Et quand vous faites ça, vous ouvrez vos poumons, et là, vous prenez de l'oxygène à plein poumon, comme on dit. Et ça, c'est super important parce que si je suis comme ça, j'ai pas d'oxygène. Et quand j'ai pas d'oxygène, mon corps sécrète plus de cortisol. Et si je sécrète du cortisol, ben, je suis stressé. Le cortisol étant l'hormone du stress. Alors, on a encore pas mal de choses à couvrir. Donc, je vais passer là tout de suite à la capacité mentale. Qui est notre capacité de concentrer nos autres capacités sur la tâche qu'on doit faire. Alors les sportifs ont toujours compris que la concentration, l'énergie mentale était super importante. Et le mental, dans le sport, on le sait très bien, fait la différence parce que tout le monde s'entraîne de la même manière, mais tout le monde n'a pas le même mental. Alors, notre mental est affecté principalement par 3 choses. La première, c'est le multitasking. Alors, on a eu des phases où le multitasking était c'est-à-dire les meilleurs disaient « Ah, moi, je suis bon le multitasking, je peux faire plein de trucs en même temps, etc. » Et on s'est rendu compte récemment, grâce à beaucoup d'études en neurosciences, que l'humain et le cerveau ne sait pas faire de multitasking ou de multitâche. Je ne peux pas faire plusieurs choses à la fois. Ça, c'est clair et prouvé. Bien sûr, je vais juste mettre un petit bémol. Quand on dit qu'on ne peut pas faire beaucoup de choses à la fois, c'est des choses qui vont solliciter les mêmes zones du cerveau ou les mêmes ondes. Okay? Donc, je ne peux pas travailler sur 2 projets en même temps. Je ne peux pas lire mes mails et en même temps faire préparer ma présentation. Okay? Je ne peux pas faire 2 choses. Ça, il faut vraiment le comprendre parce que ma capacité mentale va en être vraiment impactée. Ok? Et c'est pour ça qu'on a des fois de la productivité qui baisse en flèche parce qu'on fait du multitasking et surtout aujourd'hui parce qu'on est tout le temps interrompu par nos téléphones, tout le temps des notifications, etc. Donc le meilleur moyen, c'est d'enlever les notifications, d'enlever le téléphone si je veux vraiment être au top de ma capacité mentale. Le deuxième élément qui affecte notre capacité mentale, c'est la priorisation ou bien l'alignement. Alors la différence, c'est quoi? La priorisation, c'est avoir une idée très claire de mes priorités, la première, la deuxième, etc. Que je sois un étudiant ou que je sois en entreprise, c'est super important d'avoir une idée très très claire de mes priorités qui doivent être alignées avec celles de mon entreprise ou celles de mon prof ou bien tout simplement avec mes priorités à moi. C'est-à-dire que je dois être aligné avec ce que je veux. Et là, c'est une autre problématique parce que souvent, j'ai l'impression que je travaille sur des choses qui ne sont pas en adéquation avec mes priorités à moi. Donc, je travaille sur les priorités des autres. Et ça, c'est problématique. Ça m'épuise, ça me draine énormément d'énergie mentale. Parce que je trouve que je travaille sur des choses. En fin de journée, je me dis, j'ai pas avancé sur mes choses finalement. J'ai fait plein de choses. J'ai pas arrêté de bosser, mais pas sur les bonnes. Ok? Donc ça, c'est un problème. Troisième élément qui n'est pas des moindres et c'est lié de toutes les manières, c'est la capacité de dire oui quand il le faut et de dire non aussi. Parce que très souvent, on ne sait pas dire non, mais ça c'est une autre paire de manches. Il faut apprendre à dire non, sinon ma capacité mentale va s'en trouver directement impactée. Alors je vais passer à la capacité émotionnelle super importante aussi. Vous voyez qu'on est en train de faire vraiment on est en train de survoler ces faits à bon escient. L'idée, c'est une initiation. C'est vraiment pour vous montrer un peu la palette des choses qu'on peut couvrir en corporate athlete. Capacité émotionnelle, c'est comment créer le climat interne qui va mener au pic de forme. On va voir que d'abord que les émotions négatives,
elles ont un impact clair sur notre performance. La frustration, l'impatience, la colère, ben forcément, il va avoir un impact sur ma performance. La peur, la tristesse, la haine, souvent, des gens reçoivent un mail qui ne leur plaît pas, et ben c'est bousillé, c'est foutu pour le reste de la journée. Uniquement pour ce mail-là, ou juste une remarque, ou juste un petit clash avec un autre automobiliste, ou quelque chose de ce type. Alors, les émotions vont nous affecter. Elles vont nous affecter sur un plan même physiologique. D'abord, elles épuisent notre énergie. Pourquoi? Parce que quand je suis dans un état émotionnel négatif, très rapidement, mon corps va commencer à travailler. Je vais sécréter certaines hormones, l'adrénaline par exemple. Et vous avez certainement déjà ressenti, vous pouvez être juste en train de conduire et vous avez quelqu'un qui vous fait quelque chose en pleine conduite. Surtout, je parle surtout au Casablanca parce qu'on a pas là tout de suite, mais en général, on a des altercations. On a quelqu'un qui va ouvrir la fenêtre, qui va dire un truc, quelqu'un qui va vous passer devant, qui va faire une queue de poisson, etc. Et donc ça, vous allez remarquer que vous avez un rush d'adrénaline, vous avez le cœur qui commence à battre. Très rapidement, vous avez des sueurs, etc. Ce qui se passe réellement, c'est que vous êtes passé par une émotion négative et que votre corps ne sait pas ce qui se passe réellement. Votre corps interprète votre état à un danger. C'est le fameux fight or flight mode. Vous vous mettez en mode fight or flight et donc le corps s'apprête à soit à fuir, soit à affronter le danger. Pour lui, c'est comme si c'était un tigre qui sortait dans une jungle. Okay? Donc d'abord, épuiser l'énergie. Le rythme cardiaque, votre tension artérielle va aussi augmenter. Même votre vue va être fatiguée. Elle va être fatiguée parce qu'elle va être super centrée sur le danger. Et très rapidement, vous allez sentir des larmoiements, etc. Alors, on a 4 dimensions dans l'énergie émotionnelle. On a l'énergie en quantité. Est-ce qu'on a beaucoup d'énergie, c'est-à-dire le high energy ou low energy? Donc ça, c'est une dimension. Et on a la direction de l'énergie. Est-ce qu'elle est positive ou est-ce qu'elle est négative? Alors, selon ces deux axes-là, on peut avoir 4 cadrans et 4 niveaux d'énergie émotionnelle. L'idéal, c'est d'être ici. Et c'est ce qu'on appelle la zone de performance, performance zone. C'est là où les hauts performeurs vont être parce qu'ils auront une énergie très élevée en termes de quantité, mais cette énergie, elle va être positive. Ok? L'autre extrême, pour vraiment montrer l'exemple, on va être dans le burn-out zone, la zone de burn-out. C'est-à-dire que là, on va être dans la dépression, les maladies, etc. Ni notre énergie est élevée, et en plus, elle est négative. Donc, on a une énergie très faible et négative. C'est-à-dire qu'on pense qu'à des choses négatives. On peut être sur la stress zone, la zone de stress, c'est-à-dire que physiquement, nous n'avons rien. On a l'énergie pour faire des choses. Mais tout ce à quoi on réfléchit est négatif. Et donc ça, ce sont nos pensées, etc. Donc ça, c'est negative energy. Et puis, là, on est sur ce qu'on appelle la zone de renouvellement, de renewal. On a beaucoup d'énergie positive. C'est juste qu'on n'est pas au top de notre forme physique. Alors, chacun de ces cadrans va avoir une manière de gérer la situation. Si par exemple, je suis dans cette renewal zone, je n'ai pas d'énergie, mais je suis positif. Ce qu'il me faut, c'est du repos, de l'exercice, soft comme du yoga, etc. Jouer, me reconnecter avec la famille, manger correctement, faire de la méditation, juste avoir du temps pour moi. Ok? Alors, je passe parce qu'on n'est pas encore... il nous reste 10 minutes. Je vais essayer de couvrir tous les éléments prévus pour aujourd'hui. Alors, comment passer d'un état à un autre? Alors, je vais prendre juste un exemple parmi d'autres, c'est le bonheur. Alors, on aurait aimé avoir quelque chose comme ça, c'est-à-dire un distributeur du bonheur, mais malheureusement, ça n'existe pas. Donc, on va faire avec autre chose. Alors, typiquement, on nous a toujours fait croire pour le bonheur qu'il y a une sorte d'énergie émotionnelle aussi. C'est une énergie émotionnelle, c'est une émotion que l'on ressent. On nous a toujours fait croire que pour atteindre le bonheur, il faut se fixer un objectif, travailler très dur pour l'atteindre, arriver au succès et être heureux. Ça, c'est le schéma classique qu'on nous a toujours fait croire, même quand on est petit, même quand on est dans notre cursus scolaire, c'est le schéma qu'on nous fait croire, alors que le véritable schéma, c'est d'abord commencer par être heureux. Parce qu'en fait, le fait de conditionner notre bonheur par un succès est fondamentalement mauvais. En soi, c'est faux.
C'est-à-dire de dire qu'il faut d'abord que j'ai ça, 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 ça. D'ailleurs, pour ceux qui ont de l'expérience dans la vie, ils savent très bien que souvent on se dit, quand je vais avoir mon premier boulot et je vais avoir ça, je vais être heureux. Quand j'aurai ce salaire, quand j'aurai cette promotion, quand je vais avoir mes enfants, quand je vais être marié, donc on est toujours dans quelque chose qui va arriver. Et on se rend compte finalement que rien ne change. On s'adapte et puis on s'habitue. Ok? Alors comment y arriver? Très simplement, la gratitude. Commencez par ressentir, on est toujours dans le cadre du bonheur, commencez par ressentir le bonheur avant d'aller chercher le succès. C'est commencer par la gratitude. Parce qu'il y a plein de choses pour lesquelles on peut ressentir de la gratitude et ça devient un exercice. Alors, les effets de la gratitude ne sont plus à démontrer, ça affaiblit les émotions négatives, procure un sentiment de bien-être durable, on ressent moins de frustration et beaucoup plus d'optimisme, elle augmente même au niveau neurotransmetteur les niveaux de dopamine et de sérotonine, donc la dopamine notamment l'hormone du bonheur, et renforce les relations. Alors, pour faire cela, il faut définir cette gratitude et la ressentir. Il faut savoir l'exprimer et en faire un rituel. Je conseille souvent aux gens que j'accompagne d'avoir un journal. Je vais vous montrer le mien, je pense que je l'ai juste ici, désolé. Voilà, j'ai un petit journal tous les jours avant de dormir et le matin, juste au réveil, je vais noter. Donc j'ai ma liste de gratitude et des choses qui peuvent vous sembler banales, il faut les noter. Okay. Surtout en ces temps de confinement, on est encore très heureux d'être confiné, mais dans des conditions, on est chez nous, on n'est pas dans la rue non plus. Ok, la capacité spirituelle qui est la dernière, mais qui n'est pas des moindres, c'est d'abord avoir une cause. Alors une cause qui est nécessaire à la performance exceptionnelle. Tous les gens qui arrivent à avoir une performance exceptionnelle ont une cause exceptionnelle. Et je parle bien sûr du monde du sport, mais pas que dans le monde du sport, partout. Regardez toutes les personnes que vous admirez, dans le monde du business ou dans le monde sportif ou dans le monde que vous voulez. Les top performers dans le monde ont tous ça en commun. Ils ont tous une cause, c'est-à-dire un purpose, quelque chose qu'ils essaient d'atteindre et quelque chose qui n'est pas de l'argent, qui n'est pas quelque chose on va dire de banal. Ça doit être quelque chose qui va nous transcender. Alors, on va voir comment est-ce que ces éléments-là, comment est-ce qu'on peut avoir justement cette cause spirituelle, comment est-ce qu'on peut travailler dessus. Alors d'abord, la passion. Aimer ce qu'on fait et faire ce qu'on aime, c'est un des ingrédients. Alors vous allez me dire, oui, mais on ne peut pas toujours choisir. Je vais vous dire que la réponse est oui et non. Oui, souvent, on n'a pas le loisir de choisir ce qu'on fait, mais c'est aussi une mentalité de victime. Et vous savez, il y a deux types de personnes, et les deux commencent par V. C'est Robin Banks, mon mentor dont je vous ai parlé la dernière fois, qui m'a appris ça. Il me dit, there are two types of people, deux types de personnes, les victims and victors. Donc les victimes et les victorieux, on va dire. Et donc il faut choisir où est-ce que vous voulez être. Si vous voulez être victime, vous pouvez rester toute votre vie victime, ça ne va pas changer grand-chose. Mais vous pouvez décider d'être victorieux. Peut-être que vous n'êtes pas là, vous ne faites pas ce que vous aimez aujourd'hui, mais vous devez avoir un plan pour faire ce que vous aimez. C'est cette capacité, c'est ce qui va vous permettre d'atteindre cette capacité spirituelle. Alors, je vais citer Simon Sinek qui a écrit le bouquin Start with Why. Il a dit, quand on travaille dur pour quelque chose qu'on n'aime pas, ça s'appelle du stress. Et quand on travaille dur pour quelque chose qu'on aime, ça s'appelle la passion. Quand j'étais gamin, je me suis toujours posé une question par rapport aux gens, par rapport aux sportifs ou par rapport aux musiciens qui se réveillent le matin et qui vont faire leur activité. Est-ce qu'ils disent bon, je vais aller travailler? Comment ils le ressentent? Clairement que ça n'a rien à voir avec le commun des mortels qui va se réveiller le lundi matin et faire un boulot en se disant ouf, encore une semaine qui va commencer. Il n'attend que le vendredi. Donc ça fait une grosse différence. Alors le Start with Why, justement, il faut trouver c'est quoi votre why, votre pourquoi. Alors le pourquoi, c'est quoi? C'est pourquoi vous faites les choses que vous faites. Tout simplement. Parce que nous avons tous une raison pour faire les choses que nous faisons. Si vous n'avez pas une raison forte, c'est qu'il y a un problème. Il faut à chaque fois trouver votre pourquoi. Vous posez et vous posez physiquement, mais vous posez la question aussi de pourquoi je fais ce que je fais et pourquoi je n'aime pas ce que je fais et qu'est-ce que j'aimerais faire. Les athlètes de haut niveau l'ont compris.
tous les athlètes de haut niveau qui sont arrivés, ça c'est un bouquin Athletes of Purpose, une sorte de biographie ou des 50 athlètes qui ont changé le monde du sport parce qu'ils avaient un purpose, qu'ils avaient une cause. Là, je mets le regretté Kobe Bryant qui avait un purpose très 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 élevé et c'est contagieux en fait. Tous les gens autour de lui savaient qu'il avait un purpose très élevé. Alors, pour trouver pourquoi vous faites ce que vous faites, c'est-à-dire votre purpose, il faut comprendre que nos motivations sont personnelles, c'est-à-dire ne copiez pas les motivations de quelqu'un d'autre. Chacun aura un purpose différent et une motivation différente. Là, on parle de motivation intrinsèque, c'est-à-dire ça ne va pas être quelque chose d'externe, ça ne va pas être l'argent, ça ne va pas être la gloire, ça doit être quelque chose de personnel. Pour certains sportifs, ils me disent, le cas typique, il me dit « c'est ce qu'on entend beaucoup. Si c'est vrai, ben c'est une cause qui va le transcender. Il peut ne pas avoir mangé correctement. Ça peut même, cette capacité-là, capacité spirituelle, peut transcender parfois, dans un certain cadre, les autres capacités. On peut ne pas être en super capacité physique par exemple, mais la capacité spirituelle donne un boost réel sur les autres en fait. Elle a un effet de halo sur les autres. Donc d'abord trouver sa motivation qui est personnelle. Ensuite, les raisons pour lesquelles vous vous levez tous les matins, vous pouvez juste vous poser la question. Pourquoi je me lève tous les matins? Pourquoi je me lève les lundis matins? Et puis, imaginez-vous en train de réaliser vos rêves. Je suis en train de réaliser mon rêve. Où est-ce que je suis? C'est-à-dire faire ce qu'on appelle dans le coaching mental de la visualisation. Ok? Alors, ensuite, il faut instaurer des rituels parce que tout ça, ça ne doit pas être juste du blabla comme on dit. Ça doit devenir des rituels. Tout ce qu'on a vu ne peut se transformer en réalité que si vous instaurez des rituels sur votre capacité physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Voilà, donc là, on a fait le tour du modèle de gestion de l'énergie et de la performance. Personnellement, moi, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois on sent quand on n'est pas au top de notre forme. On le sent. Il y a des signaux parce que le corps est super intelligent. Il vous envoie des petits signaux. Ça peut être parfois une petite fatigue. Mais si vous n'écoutez pas sa fatigue, ça va être une maladie. Une maladie bénigne. Ça peut être juste un mal de tête. Ça peut être un petit rhume. Et donc le corps va vous envoyer ces petits signaux. Mais c'est charge à vous de déceler ces signaux-là, les interpréter et très rapidement se prendre en charge pour éviter le burn-out. Alors justement, pour finir, je vais partager avec vous quelque chose qui me passionne énormément, c'est le mind power, le pouvoir du cerveau. Il faut commencer votre journée avec ça. Très simplement, il faut comprendre que tout commence par nos pensées. Tout est pensé au début. Ce que nous sommes, c'est d'abord une pensée. Ce que nous faisons est d'abord une pensée. Et donc, cette transformation ne peut passer que par une pensée. Et surtout, ce qui est formidable, c'est que vous avez le pouvoir de penser ce que vous voulez. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est quand on y réfléchit, moi, ça me sidère tout le temps de voir comment est-ce que nous avons cet organe qui est le cerveau, mais que malheureusement, beaucoup d'entre nous en font mauvais usage. C'est-à-dire que ce que vous allez penser de quelque chose, personne ne peut vous l'enlever de la tête. On peut vous enlever beaucoup de choses, mais comme dirait Florent Pagny, ma liberté de penser, ça personne ne peut vous l'enlever. Vous êtes seul maître de votre liberté de penser, de ce que vous pensez. Donc soyez positif. Le positif, ça tient qu'à vous. Et puis pour commencer, pour finir, une image, c'est que vos pensées, c'est comme votre cerveau en fait, c'est comme un sol qui est très fertile. Vous allez récolter que les graines que vous allez y semer, c'est-à-dire vous y semez du positivisme, vous allez récolter du positivisme et vice-versa. Un chiffre pour finir, et c'est le dernier slide, 21 000. Alors je ne sais pas, je vais laisser 5 secondes pour réfléchir. 21 000, ça correspond à quoi? Les 5 secondes sont passées. Alors 21 000, selon des gens qui s'amusent à faire certains chiffres, c'est en moyenne ce que nous vivons comme jour entre le jour où nous avons notre diplôme et puis le jour où nous disparaissons de la Terre. Donc le jour de la mort, enfin en moyenne bien sûr. Je ne veux pas que quelqu'un me dise « Ouais, mais 21 000, je connais quelqu'un qui a eu 25 000 ou quelqu'un qui a eu 18 000. » En moyenne. Mais en fait, ce que ça reflète, c'est que 21 000, quand on voit comme ça, 21 000 jours à vivre, vous en avez passé pas mal. Vous enlevez le tiers de ce temps-là, c'est-à-dire 7 000 que vous passez à dormir. La vie est très courte. Et donc, vous n'avez pas la place pour faire de la non-performance ou de la non-qualité, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'était mes messages pour aujourd'hui.
Je pense que le temps qui nous est imparti est fini, malheureusement. Je ne sais pas s'il y a des messages, oui, rapidement. Les écrans télétravail obligent, oui, 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 justement. C'est une vraie problématique. Le télétravail nous oblige à être sur les écrans beaucoup plus que d'habitude. Mais ça n'empêche pas que nous devons nous astreindre à un mode. C'est-à-dire que moi, si je reste plus de 90 minutes devant mon PC, ben c'est normal que je vais avoir des effets négatifs. Je ne suis pas obligé, je peux prendre juste 10 minutes, 15 minutes. Et à partir de là, en 10 minutes, je suis régénéré, je reviens, ma vue, etc. est au top ma santé mentale, émotionnelle, physique et spirituelle est reboostée. Donc le reboost, c'est-à-dire la période de récupération, on n'est pas obligé d'avoir des périodes de 30 minutes. En 10 minutes, on peut marcher un tout petit peu, faire un peu d'exercice, etc. Et c'est largement suffisant. Alors, avant qu'on ne me rappelle à l'ordre... Je vous remercie tous pour la qualité des échanges, que ce soit là tout de suite. Bon, moi, je suis disponible pour échanger avec vous à travers la plateforme Qraya Fdar, bien sûr, mais tous les autres réseaux sociaux. Voilà, donc c'était vraiment une initiation. On a couvert juste la surface des choses qui peuvent être faites sur le Corporate Athlete. Donc, je vous remercie. Très bon courage pour le reste des sessions et à très bientôt, Inch'Allah.